Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir selon le temps qu'il fait chez vous. Dans ce numéro de maths et développement, nous nous intéressons aux méthodes d'enseignement des mathématiques dans les lycées scientifiques à dominance mathématique, cela s'entend. En d'autres mots, comment faire aimer les mathématiques aux élèves. Ce thème sera développé par le professeur Stanislas Waro, qui n'est plus à présenter, puisqu'il a été ancien ministre de l'Éducation nationale. Il est professeur titulaire de mathématiques, option équations dérivées partielles, et il est rapporteur du Collège Sciences et Techniques de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso. Avec lui, sur ce plateau, le professeur Khalifa Traoré, premier docteur en mathématiques entièrement formé au Burkina Faso dans les années 1990. C'est un spécialiste didacticien. Il a présenté une thèse de doctorat sur les mathématiques chez les Siamous. C'est une des ethnies du Burkina. Un travail de recherche qui lui a valu le prix de la meilleure thèse 2006-2007 au Canada, le prix d'Ife Dunkerbell. Il dirige le laboratoire interdisciplinaire des didactiques des disciplines et il est le secrétaire général de la Société ouest-africaine de didactique des disciplines, professeur titulaire de didactique de mathématiques. Je crois qu'on va s'arrêter là pour les présentations. Merci d'être des nôtres. À vous, professeur Khalifa Traoré et professeur Stanislas Waro. Alors, tout d'abord, comme il y a des principes dans cette émission, on va regarder ensemble un reportage sur les méthodes d'enseignement des mathématiques dans un lycée de la place à Ouagadougou. Suivez. On peut rapidement regarder à -1, à gauche de -1. C'est un moment propice pour les élèves de la classe de terminale C2 du lycée scientifique national de Ouagadougou d'éclairer davantage leur lanterne sur cet exercice de maison choisi dans ce livre de mathématiques. C'est une stratégie adoptée par cet enseignant pour aider ses élèves à réussir dans la matière. Question? Est-ce que la fonction partie entière continue sur E? Parce que si on prend -1, un élément de Z comme ça, un entier, et puis on vérifie au niveau de f de x là, on trouve f de x égale E de x. Est-ce que la fonction partie entière là, elle continue sur R? Mais la fonction f là, ce n'est pas la fonction partie entière seulement. C'est en fait, c'est une expression où intervient la fonction partie entière. D'accord? Les élèves passent au tableau à tour de rôle. Pour pousser, puisque quelqu'un peut connaître, mais malheureusement, il n'a pas le courage d'aller au tableau. Donc c'est à tour de rôle. Il passe et il s'exprime. Quand il s'exprime, bon, on le laisse s'exprimer du début jusqu'à la fin pour voir comment il va se comporter. Même s'il y a des erreurs, on le laisse et après maintenant, on corrige pour qu'il voit concrètement comment il devrait faire. Parce qu'une erreur permet de corriger des notions. Cette interactivité entre le professeur de mathématiques Patrick Mazungrana et ses élèves existe dans toutes les salles que nous avons visitées. Dans cette autre classe de terminale, c'est une leçon sur la dérivation qui est dispensée. Des méthodes précieuses sont utilisées pour amener les élèves à se démarquer. Les méthodes de mathématiques, c'est les méthodes générales. Hein. Il y a la méthode active et ça se fait selon les leçons. Voilà. Tantôt c'est les méthodes actives, tantôt c'est les méthodes dogmatiques. Ça dépend des leçons. Aujourd'hui, par exemple, on est sur une leçon, j'ai à peu près une leçon de révision. Donc c'est les méthodes dogmatiques qui sont privilégiées dans ce cas-là. Sinon, quand c'est des nouvelles leçons à faire découvrir, on pratique les méthodes actives. Bon, la méthode active, on met l'élève au centre de l'apprentissage. Ça veut dire que pour aborder une notion, on donne une activité, l'élève traite et il va découvrir progressivement ce qu'on veut enseigner. Ces mathématiciens en devenir apprécient les différentes méthodes utilisées par leurs enseignants qui les aident à comprendre facilement les cours. En plus de nous montrer comment faire pour traiter l'exercice, ils nous donnent souvent des TD qu'on arrive à corriger ensemble. Et puis souvent, tout le monde, si tu as un exercice que tu n'as pas bien compris, tu peux aller exposer ça à tout le monde pour que les uns et les autres puissent t'aider. Les professeurs ne se contentent pas seulement de nous enseigner les maths. Ils nous donnent le goût des maths.
Ils nous donnent envie d'en apprendre plus. Ils incitent notre curiosité sur les maths. En plus de ça, ils font un rapport entre les maths et la vie. C'est-à-dire comment on peut appliquer les maths dans la vie courante. En groupe ou individuellement, les élèves développent des initiatives à leur tour pour retenir les cours qui leur sont dispensés. Toutes choses qui leur sont bénéfiques, surtout lors des compositions des devoirs. Ma dernière note à maths était de 17,50 au premier trimestre de l'année scolaire 2022-2023, terminale C. Parce que j'ai fait beaucoup d'exercices, j'ai fait tout ce que je pouvais pour comprendre le chapitre. J'ai demandé des explications quand j'avais des problèmes. Il faut toujours travailler en groupe. C'est vrai qu'on mise sur le travail individuel, mais seul on ne peut pas s'en sortir. On est toujours obligé de faire recours à certaines personnes. Et si on voit que entre nous, on a quelques difficultés, on approche les professeurs, on essaie de demander plus d'explications. Pour ces enseignants, des corrélations existent entre les mathématiques et les autres matières. Les maths entretiennent des rapports particuliers avec toutes les sciences au sens large du terme. L'analyse de données, interprétation graphique, données statistiques, etc. fait appel à des compétences mathématiques variées. Les maths apportent beaucoup aux autres disciplines. Quand vous prenez par exemple les SVT, ils ont surtout besoin de la probabilité, des statistiques pour enseigner certaines connaissances scientifiques. En sciences physiques, on a besoin de la géométrie, on a besoin aussi des équations différentielles. Bon, ce sont autant de notions que nous voyons en mathématiques et qui aident bien sûr à l'apprentissage de ces disciplines-là. Même si ces méthodes d'enseignement comportent des forces, il en existe tout de même quelques faiblesses qu'il faille corriger, surtout lorsque l'effectif est pléthorique dans les salles de classe. Les points de force principaux, c'est que ça met au centre l'élève. L'élève apprend, il redécouvre les notions. La faiblesse, dans notre contexte, ce sont les effectifs. Très souvent, les effectifs sont pléthoriques. Et très souvent aussi, on n'a pas les outils nécessaires pour les appliquer correctement. Au lycée scientifique national de Ouagadougou, sur 188 élèves, 96 sont des filles. Preuve que l'autre moitié du ciel s'intéresse de plus en plus aux filières scientifiques et sont très doués pour les mathématiques. Ici, la question de genre ne se pose plus. Voilà, ici, les filles se battent. Voilà, aussi bien, sinon même plus que les garçons. Voilà, c'est la même chose. Les années antérieures, on a constaté, voilà, lors des fins de trimestre, on se rend compte que les filles se placent en tout cas parmi les premières places dans le classement. Cette école scientifique reçoit les meilleurs au brevet d'études du premier cycle sur toute l'étendue du territoire. Selon le proviseur du lycée scientifique national de Ouagadougou, des mécanismes sont mis en place pour permettre à l'apprenant de se concentrer sur la notion à apprendre. Et il nous arrive aussi de mettre un élève, voilà, derrière un autre élève très fort. Et comme ils sont à l'internat, ils vivent ensemble, généralement, en tout cas, ces élèves arrivent, voilà, à jouer leur partition. Les avantages des mathématiques ne sont plus à démontrer et grâce à l'expertise des enseignants du lycée scientifique national de Ouagadougou, des étoiles brillent de mille feux. Occasion pour les encadreurs de demander aux parents de motiver davantage les élèves afin que la relève puisse être assurée pour un développement harmonieux du Burkina. Retour sur ce plateau avec mes deux invités, professeur Khalifa Traoré et professeur Stanislas Ouaro. Alors, nous venons tout de suite de visualiser ce reportage de Abdelrahim Tafsoba sur les méthodes d'enseignement des mathématiques dans les lycées scientifiques. Alors, professeur Traoré, quelle appréciation faites-vous des méthodes d'enseignement des mathématiques à travers justement ce reportage-là? Merci. J'ai une très bonne appréciation donc, des méthodes utilisées parce que premièrement, il faut dire que ces méthodes-là sont conformes au programme, des mathématiques en vigueur au pays. Et dans ce sens-là, ça permet d'avoir donc des élèves qui sont assez motivés, des enseignants
qui savent susciter l'intérêt, en fait. Donc, quand on regarde, ce n'est pas des mathématiques en l'air, comme on dit, mais c'est des mathématiques vivantes qu'ils essaient de présenter. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et quand on écoute les élèves, on sent qu'ils sont embarqués. Et donc, dans ce sens-là, ils peuvent véritablement travailler à la maison, aimer les mathématiques. Travailler, c'est ça qui est vraiment le plus important, parce que toutes les méthodes qu'on préconise aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre les élèves en activité et qu'ils puissent effectivement travailler. Au lieu que simplement... D'exercice. Oui, d'exercices, de traiter des problèmes, des exercices qui puissent traiter des problèmes, que ce soit des problèmes concrets, comme on dit, au lieu que ce soit seulement des X, Y. Ça permet, quand on met l'élève en activité, ça permet de donner du sens à l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et au niveau de ces enseignants-là, ils sont arrivés, quand on les écoute et qu'on écoute les élèves, ils sont arrivés à faire cela. C'est beaucoup plus complexe pour les enseignants parce que c'est plus facile de présenter un contenu et puis donner exemple et après dire aux élèves de partir s'entraîner. Ici, ce n'est pas le cas. On fait travailler les enfants sur un concept et après, peut-être que c'est seulement les enseignants, les enfants qui doivent faire sortir la règle. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Justement, pas de méthode active et de méthode dogmatique. Quelle est, selon vous, la méthode qui met le plus à l'aise l'élève? Oui, je pense que je parlais un peu de ça. C'est vraiment la méthode active qui met le plus donc l'enfant à l'aise parce que tout l'enseignement est centré en ce temps sur les intérêts de l'enfant. Et l'enseignant ne vient pas faire ce qu'il veut. C'est vrai qu'il y a un programme, il y a un fil conducteur, mais il doit faire construire les connaissances par l'enfant lui-même. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et après l'école, les enfants vont continuer à travailler. Parce que on arrive, et il faut pouvoir trouver des situations, problèmes, qui motivent l'enfant, qui donnent du sens à ce qu'il apprend. Au lieu de donner des formules, et après on va dire qu'il va appliquer. C'est-à-dire on peut faire travailler l'enfant et il découvrira les formules lui-même. C'est beaucoup plus facile. Et après, maintenant, il pourra partir chercher à faire d'autres types d'applications. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, en termes de méthode, il n'y a pas de méthode magique. Pour certains concepts, les enseignants sont beaucoup plus à l'aise pour les méthodes actives. Mais les programmes recommandent en général, autant qu'on peut, d'utiliser les méthodes actives. Parce que ça donnera beaucoup plus de sens aux mathématiques. Maintenant, ça ne veut pas dire que la méthode dogmatique ou le cours magistral, ça ne veut pas dire que ça, c'est interdit. Parce qu'au total, nous avons 5 méthodes pédagogiques, mais c'est les 2 dogmatiques ou magistrales et les méthodes actives qui sont utilisées et qui sont les mieux indiquées en mathématiques. Mais je dis bien, c'est les méthodes actives qui sont les plus intéressantes. Professeur Stanislas Boireau, quelle est votre appréciation sur la question? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, je voudrais dire que, comme l'a dit donc le professeur Traoré, effectivement, la méthode active est la plus adaptée, mais les deux se complètent comme il l'a dit. Maintenant, il faut doser les pourcentages parce qu'on est obligé à un moment donné de faire un cours magistral pendant un petit moment et après passer donc aux méthodes actives. Et comme il l'a dit, la découverte des choses, ça peut se faire, par exemple, je prends des élèves qui sont en première ou en terminale, auxquels on demande donc d'étudier une fonction. Alors on sait très bien que pour l'étude de la fonction, ça doit passer par donc, le calcul de la dérivée, ensuite la recherche donc, du signe de la dérivée, du sens de variation, des asymptotes éventuels, et puis aller à dessiner donc, à la représentation graphique donc, de cette fonction. Mais il peut se trouver que la dérivée de cette fonction donne une fonction, est une fonction dont la recherche donc, du signe est très difficile. Okay. Donc on va commencer dans le problème par les amener à étudier une fonction dite fonction auxiliaire. Donc on dérive la fonction, on demande d'étudier le sens des variations de la fonction. Ils vont calculer d'abord, ils vont rechercher le domaine de définition, ils vont calculer les limites au bord du domaine. Ensuite, ils vont essayer d'étudier le signe, de dériver cette fonction, étudier son signe jusqu'au tableau de variation et se rendre compte, par exemple, que sur une partie du domaine de définition, par exemple, la fonction
elle est positive, et sur une autre partie, la fonction, elle est négative. Ensuite, ils passent maintenant à l'étude de la fonction, qui est la fonction qu'on souhaite vraiment étudier jusqu'à la représentation graphique. Et en dérivant, ils se rendent compte qu'ils obtiennent la fonction qu'ils ont étudiée au départ, qui est la dérivée. Okay. Et à partir de ce moment, ils connaissent naturellement les signes à partir de l'étude qu'elle fait et ils poursuivent. Oui. Vous voyez, ça suscite de l'intérêt, une sorte de joie et de se dire, ah, les choses ne sont pas aussi... On pouvait aussi, par exemple, donner cet exercice sans le faire en laissant les enfants se débrouiller. Mais là, ça devient très difficile pour certains de se dire que ah, la fonction que j'ai étudiée, il faut la dérivée que j'ai obtenue, il faut la réétudier totalement jusqu'au tableau de variation pour revenir. Donc, comme il l'a dit, mettre les enfants dans une situation d'intérêt, c'est vraiment important. Et donc, la méthode active, elle est, comme il dit, elle doit occuper, je me dis, le plus de temps en complément de la méthode donc, dogmatique qui est assimilée au cours magistral. Vous avez la même opinion sur la question. Il faut mettre plus l'accent sur la méthode active et puis doser aussi sur la méthode dogmatique. Professeur Traoré, vous êtes spécialiste en didactique. Comment enseigner justement les mathématiques, si je ne m'abuse, dans les établissements? Quelles sont d'ailleurs pour vous les meilleures méthodes d'enseignement des mathématiques aux élèves? Oui, ben, merci pour cette question. Je pense que nous avons pratiquement répondu à la question, mais ce qu'il faut dire, c'est que à cause de la représentation qu'ont les personnes ordinaires des mathématiques, ça fait un certain blocage. Ça c'est quelque chose qui est... Plus exactement. Je veux dire, les gens mettent en tête que les mathématiques sont difficiles et inaccessibles. Ce qui n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Pour ce qu'on a vu là, tous ces enfants peuvent, tout ce que nous avons vu, ils peuvent réussir. Parce qu'il y a une étude américaine qui montre qu'en fait, tout le monde peut réussir, faire des mathématiques de haut niveau, mais c'est peut-être le temps qui pose le problème. Même l'histoire de surdoués et autres, ce n'est pas des choses génétiques, mais c'est beaucoup plus un environnement, un contexte qu'il faut créer. Et au niveau de ces enfants que nous avons vus, ces enfants-là sont, en tout cas pour moi, ils sont dans des conditions assez acceptables pour pouvoir réussir. Et tous, ils peuvent réussir parce qu'ils sont arrivés avec leurs enseignants. En tout cas, les enseignants sont arrivés, entre guillemets, à dédramatiser les mathématiques. Quand on les écoute, on sent ça. Et donc... Il n'y a rien d'extraordinaire non, pour moi, il y a le travail. Okay. Il y a le travail, mais il y a ce que nous appelons le cercle vicieux des mathématiques. Parce que ça commence à la base. Donc, et quand vous avez des lacunes, les connaissances se construisent sur d'autres connaissances. Si vous avez des lacunes à un premier niveau, vous allez, quand on va vouloir construire les connaissances à un niveau supérieur, il y a des lacunes qui viennent encore. Vous avez des difficultés pour comprendre ces concepts. Si vous avez des difficultés pour comprendre les concepts, quand vous allez composer, vous allez avoir des mauvaises notes. Et quand vous avez des mauvaises notes, vous ne voulez plus étudier. Et quand vous ne voulez pas étudier, mais ça ne fait qu'augmenter le problème. Donc ici, en fait, pour réussir au niveau des mathématiques, tout ce que je dis, tout ce que nous avons vu, ils peuvent tous réussir. Il faut simplement qu'ils travaillent et qu'ils ne se découragent pas. C'est exactement, je pourrais donner l'exemple de quand vous prenez un nouveau jeu. Vous prenez un jeu, il y a une notice, comment il faut faire. Quand vous lisez premièrement, c'est difficile, vous ne comprenez pas beaucoup. On commence à jouer un peu, après on voit, on continue, et après on va devenir expert. Et il ne faut vraiment pas se décourager. Donc c'est ça qui est en tout cas pour moi, c'est ça que je peux dire. Il faut dédramatiser les mathématiques pour ce Stanislas Waro. Mais après, comment rendre, en partant de ce qu'il dit, les mathématiques un peu plus ludiques pour que les élèves s'y sentent à l'aise et puis apprennent plus facilement? Là, ce que je vais dire, donc, ça participe d'une vision et d'une volonté politique. Donc, et nous, au niveau de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina, notre rôle aussi, c'est cela, c'est d'attirer l'attention, de conseiller et de participer à la co-création d'un environnement favorable au développement des mathématiques. Parce qu'aujourd'hui, le monde se construit autour du développement de la science, des technologies et de l'innovation. Et pendant que cela se fait, on assiste en Afrique au sud du Sahara à un effondrement total de la construction d'un capital humain autour des mathématiques pour participer justement à cette construction du monde à travers la science, la technologie et l'innovation. Parce que les maths sont au centre de tout ceci. Et donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait une volonté politique. Je donne l'exemple de Singapour, qui effectivement a construit
donc son environnement mathématique autour justement de ces aspects ludiques et créatifs dont vous parlez. Mais ce n'est pas parti du coup. Ils ont acquis leur indépendance en 1965 et très rapidement, ils se sont posé la question, après nos pays, ils se sont posé la question de savoir comment faire pour que, comme l'a montré cette étude américaine dont a parlé le professeur Traoré, 80 à 90% mais des élèves puissent être à l'aise en mathématiques. Et c'est ainsi qu'ils ont réfléchi à partir de méthodes cognitives, en s'appuyant sur ce qui est succès, ce qui est réussite, en s'appuyant sur des études donc, scientifiques dans le domaine de la didactique des mathématiques. Et ils sont revenus pour, on va dire, développer au niveau endogène, en s'appuyant sur leur culture, leur vécu politico-économique, leur vision, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, depuis près de 20 ans, ils caracolent en tête des pays où effectivement on a les meilleures méthodes d'enseignement des mathématiques, ce qui a amené même la France à essayer d'aller voir ce qui se passe là-bas pour voir comment venir adapter chez eux. Vous imaginez? Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ça participe, moi je dis, d'une vision. Et puis, à leur niveau, justement, il y a la formation des enseignants. Les enseignants reçoivent une formation de 100 heures de cours en formation continue par an. Et puis, chaque 6 ans, les cours sont évalués. Donc, pour rendre ludique les mathématiques, il faut effectivement qu'il y ait une vision qui sous-tende cela et que les gens soient formés. Je voudrais appuyer encore mon raisonnement sur le fait suivant. Est-ce qu'on est sûr que dans notre pays, les professeurs d'école, les professeurs de lycée et collège, et même certains professeurs d'université, ont les fondements nécessaires, ont les fondamentaux nécessaires pour enseigner les mathématiques? Je dirais malheureusement non. Est-ce que les enseignants y vont par défaut dans l'enseignement? Oui, beaucoup y vont malheureusement. Dans nos pays. Beaucoup y vont malheureusement par défaut et c'est pour cela que l'initiative du développement justement des lycées scientifiques à travers le pays participe de la volonté de pouvoir donc créer une masse critique d'élèves comme un baccalauréat série C. On souhaiterait, la vision c'est d'aller à 2000, 3000 par an et dans ce lot-là maintenant pouvoir avoir une partie qui ira enseigner les mathématiques et donc cela est effectivement important. Donc il faut rendre effectivement les mathématiques ludiques et attractives. Mais pour cela, il faut connaître les fondamentaux. Si je suis professeur de mathématiques et je ne sais même pas que la dérivée est utilisée, par exemple, en physique, que les statistiques sont utilisées en biologie, qu'on peut utiliser justement donc, les équations aux dérivées partielles pour résoudre des problèmes liés à la médecine, etc. J'ai beau me battre pour pouvoir rendre mon cours attractif, ludique et intéressant sous forme de passerelle avec les autres disciplines. Je ne pourrais pas. Et donc, c'est pour cela que j'ai dit ça. Justement, vous m'enlevez le mot de la bouche, passerelle. Est-ce qu'il y a, dans l'enseignement des mathématiques, est-ce que les enseignants créent des passerelles entre les maths et d'autres matières? Les enseignants doivent créer justement des passerelles à tous les niveaux. Je dirais que malheureusement, ce n'est pas le cas à beaucoup d'endroits. Parce que, bon, il faut être honnête et le dire, on a très peu d'enseignants de mathématiques qui ont le niveau qu'il faut pour être enseignant de mathématiques. Parce qu'il ne suffit pas de faire de la pédagogie. La pédagogie, c'est comment transmettre ce qu'on sait. Mais si moi-même, je ne sais même pas ce que je dois transmettre, j'ai beau avoir des heures de pédagogie, je ne pourrai pas transmettre. Et donc, malheureusement, face à cette absence et cette pénurie d'enseignants de mathématiques, parce que ceux qui font le baccalauréat série C ou un très bon baccalauréat série D avec de très bonnes compétences en mathématiques, ils sont happés par les écoles d'ingénieurs, ils sont happés par la médecine, par l'architecture, etc. De telle sorte qu'on a de plus en plus très peu de candidats pour les mathématiques. Et donc, justement, pour créer les passerelles, sinon les passerelles, elles existent avec toutes les disciplines. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, je me souviens que lorsque le problème de la COVID-19 s'est posé dès le début, j'ai été le premier avec 2 collègues à proposer un modèle mathématique de dynamique de la COVID au Burkina et ensuite un autre modèle mathématique de dynamique de la COVID en lien avec la vaccination, etc., etc. Donc, ça a permis une certaine compréhension. Mais c'est des choses très simples. C'est-à-dire qu'on prend une situation, on décompose en compartiments, on finit par obtenir des équations différentielles et puis on essaie de résoudre. Donc moi, si je suis dans une classe, si je fais le cours d'équations différentielles, je peux expliquer aux élèves
Ça, c'est très important parce que la dérivée, c'est une sorte de variation dans la population. C'est-à-dire que si je dis, j'ai une population de 100 individus et il y a 10 qui sont infectés par la COVID-19, donc ils quittent le comportement des individus sains pour aller dans le compartiment des individus infectieux. Cette variation-là, de 100 moins 10 par exemple, c'est la dérivée par rapport au temps de la population que j'ai dans le compartiment des sains, etc. Mais pour pouvoir l'expliquer, il faut que je comprenne ça. Et donc, c'est pour cela qu'on travaille au niveau de l'académie à sensibiliser les autorités, les décideurs, à avoir une politique audacieuse et agressive vis-à-vis du développement des mathématiques, de façon à ce qu'on puisse y aller, et en dédiabolisant les mathématiques, peut-être qu'on va en dédramatisant les mathématiques. Cette proposition de politique agressive que vous voulez proposer justement aux autorités, ça se refera peut-être certainement dans les prochains numéros. J'aimerais vous poser une question, professeur Traoré. Vous qui êtes didacticien, est-ce que le niveau de connaissance de la langue est un handicap dans la compréhension des mathématiques? Parce qu'on a l'impression que les élèves scientifiques à dominance mathématique, cela s'entend, ils ne sont pas très à l'aise avec la littérature, par exemple. Non, je ne crois pas. En tout cas, pour les meilleurs en mathématiques, ils sont, deux fois, on se rend compte qu'ils sont encore meilleurs en littérature, hein, de ce côté-là. Tout à fait. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a besoin de comprendre le français pour comprendre les maths. Ça au moins, parce que la langue d'enseignement, c'est... Je veux dire, ici, la langue d'enseignement, c'est le français. Mais si c'est... les mathématiciens n'ont pas de problème du côté de la langue. Non, ils n'ont pas de problème. Quand vous allez... On devrait regarder les notes au niveau des séries scientifiques, là. Si on devait regarder au niveau des lycées scientifiques, je suis convaincu qu'en tout cas, ils ont les meilleures notes. Je suis convaincu de cela, je n'ai pas vérifié. En littérature. En littérature. Je peux appuyer ce qu'il dit. Ça, c'est ce que vous posez comme question, c'est fondamental. C'est fondamental en ce sens que la langue, elle est essentielle. Parce qu'en fait, il ne suffit pas de savoir faire des additions, faire de la multiplication ou de la division pour être mathématicien. Le boutiquier du coin que je respecte parce que je vais faire mes achats là-bas, il sait faire toutes ces opérations, mais ça ne fait pas de lui un mathématicien. Pour être mathématicien, il faut savoir raisonner, comprendre un problème, le poser, raisonner. Je vous ai expliqué un peu la notion de compartiment. Et ça nécessite que les gens comprennent la langue d'apprentissage. Et malheureusement, aujourd'hui, la plupart de nos élèves comprennent mal le français, l'écrivent avec beaucoup de fautes, et même des enseignants, et même jusqu'à certaines autorités de l'État. Et donc, ça pose un problème. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça va ensemble. Il faut revenir aux fondamentaux, il faut apprendre aux élèves à maîtriser la langue, l'expression, la compréhension, la rédaction, et ça va faciliter donc justement le raisonnement, la compréhension du problème, le raisonnement, ça va poser le problème et avancer. Ça, ce que vous dites est essentiel. Professeur, on va aller très rapidement parce qu'on est malheureusement pris par le temps. Je m'en vais vous poser une question, enfin 2 questions. Vous allez y répondre, le professeur Traoré également, de façon succincte. C'est quoi les CPGE? Est-ce que les méthodes d'enseignement des mathématiques sont les mêmes dans les CPGE que dans les lycées scientifiques? Oui, tout à fait. Les CPGE, ce sont les classes préparatoires d'entrée aux grandes écoles. Donc, ça peut être simplement présenté comme une forme d'antichambre où on prépare des élèves qui ont eu le baccalauréat, donc des post-baccalauréats, à intégrer une grande école, qui peut être une école d'ingénieur, une école de commerce, une école d'architecture, en tout cas une grande école. Et à ce niveau, le système d'enseignement est le même. Et c'est pour cela que les CPGE, c'est une fabrication française. Une fabrication française maintenant qui est adaptée dans beaucoup de pays. Et en fait, et c'est même pour ça qu'en France, c'est développé dans des lycées, qu'on appelle des grands lycées. Et progressivement, certaines écoles d'ingénieurs ont commencé à intégrer des classes préparatoires dans leur système pour pouvoir recruter les meilleurs de leur classe préparatoire. On appelle ça des prépas intégrés, sinon c'est dans les lycées. Et pourquoi je le dis? Parce qu'au niveau des CPGE, ceux qui enseignent, ce n'est pas les mêmes thématiques qu'à l'université. C'est le même système d'enseignement, ils font des cours intensifs, ils font ce qu'on appelle des calls chaque semaine. Call, c'est un élève qu'on prend dans une situation justement de méthode active, on l'amène au tableau, on lui donne un problème, donc on le colle au tableau, il essaie de résoudre, on essaie de l'accompagner. Et ils ont chaque semaine une interrogation. Et le professeur de mathématiques des classes préparatoires, il doit être compétent
en analyse, en algèbre, en géométrie, en statistique et en probabilité. À l'université, aucun prof n'est spécialiste de tout ça. Moi, je suis dans ma discipline et dans mon domaine. Et donc, moi, je ne suis pas à l'aise pour intervenir dans les lycées. Et donc, dans les classes préparatoires. Et c'est pour cela qu'en France, on a créé le corps des professeurs agrégés des lycées et collèges. Okay. Et ces agrégés-là, justement, sont compétents dans l'ensemble de ces disciplines-là. Et c'est eux qui interviennent dans les classes préparatoires. Donc, c'est les mêmes méthodes d'enseignement. C'est une sorte de grands lycées, de la poursuite, parce qu'on ne fait pas des recherches au niveau des CPGE. On les prépare de façon intensive, dans le même système qu'au lycée, à intégrer donc des choses. Mais maintenant, certaines écoles d'ingénieurs ont commencé à intégrer. Sinon, c'est vraiment la poursuite du lycée. En 30 secondes, après on va donner la parole au professeur Traoré. Comment améliorer les conditions d'apprentissage des mathématiques pour les rendre plus attrayantes pour les élèves et des lycées et des CPGE? Oui, comme j'ai dit, il faut déjà travailler à la formation donc, des enseignants, au suivi pédagogique aussi. Parce qu'il y a aussi des enseignants qui découragent des élèves. Hein. Il y en a qui viennent, ils travaillent qu'avec ceux qui comprennent. Il y en a aussi qui essaient de mystifier des élèves. C'est leur comportement, montrer que les maths sont inaccessibles. Alors que c'est totalement faux. Moi, je suis mathématicien, je ne suis pas un extraterrestre, je ne suis pas extraordinaire. Comme l'a dit le professeur Traoré, c'est en apprenant au fur et à mesure et régulièrement, en me confrontant à des problèmes difficiles que j'ai pu résoudre, que je n'ai pas pu résoudre, je suis revenu résoudre, etc., que j'ai atteint un certain niveau. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Tout le monde peut devenir comme ça. Et donc, il faut former les gens. Il faut régulièrement les former. Il faut former beaucoup d'élèves dans des lycées dits scientifiques, avoir 3 000, 4 000, 5 000 à terme élèves qui font le baccalauréat série C pour pouvoir prendre un certain nombre dedans, qui vont venir donc à l'université dans des instituts de formation de spécialistes en mathématiques et qui vont ensuite donc repartir, redonner en appui à une formation pédagogique reçue, mais une formation continue qui se poursuit. Je sais qu'au niveau national, on organise ce qu'on appelle des conférences pédagogiques, mais ça ne permettra pas de pouvoir aller. Il faut aller au-delà. Comme j'ai dit, Singapour, chaque professeur, chaque année, a 100 heures de cours de formation continue par an, et chaque 6 ans, c'est réévalué. Il va falloir transposer la politique de Singapour et l'adapter voilà, au système burkinabé. Professeur Traoré, oui. Vous êtes didacticien, vous êtes dans l'apprentissage. Comment améliorer les conditions d'apprentissage des élèves pour qu'ils aiment les mathématiques? Oui, je pense qu'il y a les conditions des élèves, mais il y a aussi les conditions des enseignants. Quand je parle des conditions des enseignants, je rejoins un peu ce que le professeur Dongwaro a dit, au niveau de la formation des enseignants. Parce que je pense et je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont bloqués en mathématiques, ils s'auto-censurent. Parce qu'on a mis en tête que c'est difficile, c'est inaccessible. Et pendant mes cours de didactique, il y a des moments où je donne certains petits problèmes qu'on pourrait donner. J'ai donné ces problèmes-là à des paysans, hein. J'ai donné ça à tous les niveaux. Mais je donne le problème et je dis aux stagiaires, j'enlève de l'argent, j'enlève 10 000 francs posés, en disant celui qui trouve, il prend. Or, c'est très simple, hein. Vous pouvez trouver. Mais c'est vraiment simple. Mais quand ils trouvent, ils disent que mais si j'ai dit que s'ils trouvent, ils peuvent prendre les 10 000 francs et que c'est difficile, automatiquement, ils disent que ce n'est pas ça. Il y a un guise sous roche. Oui, donc on veut changer puisque si c'était ça, je ne pouvais pas dire que c'est difficile. Voilà. Donc, au niveau des enseignants, comme le professeur Waro l'a dit, des fois, des cours sont des cours de mystification pour montrer que nous, or leur rôle, c'est de vraiment faire comprendre. Au niveau des enfants, il faut pouvoir les rassurer et qu'on comprenne simplement les conditions d'abord. C'est que vraiment, c'est le travail. Ce n'est pas autre chose qui ne se décourage pas. Qu'ils ne se découragent pas, qu'ils n'aient pas honte de poser leurs problèmes. Et au niveau des enseignants aussi, en fonction des conditions, parce que quand j'ai regardé en ce qui concerne les lycées scientifiques, je pense qu'on essaie de les mettre quand même dans les conditions pour qu'ils puissent se réussir. Parce que ceux qui sont à l'internat, j'ai suivi, ils font beaucoup d'entraînement entre eux, et c'est ça en fait. Moi, je pense que c'est essentiellement cela. Et sur le net, il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de ressources. Donc, au lieu que les gens soient dans les réseaux sociaux simplement là, que ça soit les enseignants ou que ça soit les élèves, ils peuvent trouver beaucoup de ressources au niveau des ressources. Merci, professeur Khalifa Traoré. Je voudrais ajouter aussi qu'au niveau des classes préparatoires, chaque semaine, il y a une interrogation. Donc, c'est vraiment le lycée
Et à la fin des 2 ans de formation, pour tous ceux qui ont pu faire les 2 ans de formation, ils ne reçoivent pas de diplôme, mais ils participent donc à des concours de recrutement d'élèves dans des grandes écoles. Et ceux qui sont admis maintenant intègrent ces grandes écoles. Maintenant, on essaie de créer des passerelles entre ces classes préparatoires et l'enseignement supérieur pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas pu intégrer puissent aussi continuer, comme ils ont fait 2 ans de formation sans le diplôme, puissent continuer à l'université pour faire une licence et poursuivre. Et donc, comme j'ai dit, les classes préparatoires aussi, c'est une sorte de, on va dire, une sorte de suite un peu de ces lycées scientifiques. Et les professeurs agrégés qu'on travaille à former, l'objectif premier, c'est qu'ils puissent intervenir dans les classes préparatoires, que ce soit des classes préparatoires mathématiques, physique, chimie ou lettres, parce qu'il y a des classes préparatoires de lettres aussi, qui puissent intervenir de façon à ce qu'on puisse créer aussi une masse critique. Et si on le fait progressivement, ça va permettre donc d'aller de l'avant. Merci. Merci, professeur Stanislas Waro, professeur titulaire de mathématiques, option dérivée, équation dérivée, partielle, et professeur Khalifa Traoré, professeur titulaire de didactique de mathématiques. Merci à vous deux pour tous ces éléments d'information. Vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, chers élèves, chers parents, les mathématiques, c'est pas sorcier. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur notre télévision, les clés du monde.